À mes frères et sœurs du Cameroun, au peuple lion, au cœur indomptable de l'Afrique. Je ne vous écris pas aujourd'hui en tant que capitaine ou chef d'État. J'ai déposé mes titres et mes galons avant de prendre la plume. Je vous écris comme un simple fils de notre mère Afrique. Je vous écris comme un frère qui, depuis les plaines poussiéreuses du Sahel, sent la terre trembler sous vos pieds et entend le grondement de votre juste colère. Le verdict est tombé. Le dernier masque de la comédie démocratique a été arraché. 11 hommes, assis dans le confort de leur robe noire, ont décidé que votre voix ne comptait pas, que vos espoirs étaient nuls et non avenus, que votre volonté souveraine n'était qu'un vulgaire papier à jeter à la poubelle de l'histoire. Je vous entends. Je vous entends dans le silence terrible qui a suivi cette annonce, le silence de l'incrédulité, le silence de la suffocation, le silence d'un peuple à qui l'on vient de voler en plein jour et avec le sourire arrogant des puissants, son bien le plus précieux, son destin. Votre cri silencieux traverse les frontières, il traverse les savanes et les forêts, il franchit les montagnes et il résonne jusqu'à Ouagadougou, dans le cœur de chaque Burkinabé qui a un jour connu le goût amer de l'humiliation. Je ne suis pas ici pour vous dire d'être calme. Le calme, face à une telle provocation, n'est pas de la sagesse, c'est de la complicité. Je ne suis pas ici pour vous appeler à la retenue. La retenue, face à un vol manifeste, n'est pas de la maturité, c'est de la lâcheté. Non, je suis ici pour légitimer votre colère, pour lui donner une voix, pour la crier avec vous. Votre colère est saine, votre colère est juste, votre colère est le dernier sursaut de dignité d'un peuple que l'on veut mettre à genoux. Je ne suis pas votre leader, je suis simplement l'écho de votre fureur. Mais parce que je suis votre frère, et parce qu'un frère a le devoir de dire la vérité, même quand elle est dure à entendre, je suis aussi ici pour vous avertir, pour vous mettre en garde contre le piège que vos ennemis vous tendent en ce moment même. Un piège mortel qui pourrait transformer votre juste révolte en un suicide collectif. L'heure est grave, le moment est décisif, et les choix que vous ferez, dans les heures et les jours qui viennent, détermineront si le Cameroun bascule dans la libération ou dans une nuit encore plus sombre. Écoutez-moi, non pas comme un chef d'État étranger, mais comme un soldat qui a connu le feu et qui sait que la colère est une énergie puissante, mais qu'elle peut, si elle est mal dirigée, brûler celui qui la manie. Mes frères et sœurs du Cameroun, avant de décider comment répondre, vous devez comprendre la nature exacte du crime qui vient d'être commis contre vous. Ne laissez personne vous dire qu'il s'agit d'une simple décision de justice. Ne laissez personne vous endormir avec des arguments juridiques complexes. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec le droit. C'est un acte de banditisme politique. Un vol à main armée, commis non pas avec un pistolet, mais avec une robe et un juge. Décortiquons ensemble l'anatomie de ce vol. Premièrement, l'arme du crime. Une institution privatisée. Le Conseil constitutionnel qui aurait dû être votre bouclier a été transformé en l'arme du crime. Comment? C'est simple. C'est une institution dont les membres ne sont pas élus par vous, ni choisis par leur père pour leur indépendance, mais nommés directement par le chef du régime que vous contestez. Demander à ce conseil de valider une victoire de l'opposition, c'est demander au garde du corps d'un roi de voter pour sa destitution. C'est une absurdité structurelle. Ce n'est pas une cour de justice, c'est une milice juridique. C'est le dernier rempart de la dictature, le notaire du vol. Deuxièmement, le mobile du crime, la peur. Pourquoi ont-ils commis ce forfait? Pourquoi ont-ils pris le risque de défier un peuple tout entier? La réponse est simple, la peur. Ils ont vu la mobilisation. Ils ont vu dans vos yeux cette lueur de détermination qui est le cauchemar de tous les tyrans. Ils ont vu les vrais résultats, ceux qui remontaient des bureaux de vote avant d'être corrigés. Et ces résultats leur ont donné des sueurs froides. Ils ont compris que s'ils laissaient parler la vérité des urnes, leur règne de 43 ans prendrait fin ce soir. Leur crime n'est pas un acte de force, c'est un acte de panique. Un acte d'un système aux abois, qui sait qu'il a perdu le cœur de son peuple et qu'il ne peut plus survivre que par la triche. Troisièmement, la nature du crime, une déclaration de guerre. En rendant ce verdict, ces 11 juges ne vous ont pas seulement dit « vous avez perdu l'élection ». Non, ils vous ont dit quelque chose de bien plus grave. Ils vous ont dit « votre voix ne compte pas ». Ils vous ont dit « votre volonté est insignifiante ». Ils vous ont dit « vous n'êtes pas des citoyens, vous n'êtes que des sujets ». Ils vous ont dit « nous sommes le pouvoir,
et nous resterons le pouvoir, que cela vous plaise ou non. Ce n'est pas un verdict. C'est un crachat au visage de 27 millions de personnes. C'est une déclaration de mépris. C'est une déclaration de guerre d'un régime contre son propre peuple. Et face à une déclaration de guerre, on ne répond pas par la résignation, on répond par la résistance. Votre colère est donc légitime. Votre sentiment de trahison est fondé, votre désir de vous révolter est sain. Vous n'êtes pas des mauvais perdants, vous êtes les victimes d'un crime d'État. Et il est de votre droit le plus absolu, et même de votre devoir le plus sacré, de refuser ce crime, de ne pas le laisser passer. Mais c'est précisément parce que votre cause est juste que vous ne devez pas vous tromper de combat. Car vos ennemis, qui viennent de commettre ce crime, ont déjà préparé le piège suivant. Un piège conçu pour transformer les victimes que vous êtes en coupables. Mes frères et sœurs, maintenant écoutez-moi attentivement. C'est la partie la plus importante de mon message. C'est le conseil du soldat à un peuple en armes de colère. Je sens votre rage. Elle est si puissante que je peux presque la toucher d'ici. Cette envie de crier, de descendre dans la rue, de tout casser, de tout brûler. L'envie de leur faire payer, physiquement, l'humiliation qu'ils viennent de vous infliger. C'est une réaction humaine. C'est une réaction normale. Mais c'est précisément ce qu'ils attendent. C'est le piège. Le régime qui vient de vous voler est un vieux crocodile. Il est lent, il est usé, mais il connaît parfaitement les marécages de la violence. C'est son terrain. Il vous attend là-bas. Votre colère, si elle devient aveugle, sera sa plus grande victoire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, la violence est le prétexte qu'ils attendent pour vous écraser. En ce moment même, leurs forces de sécurité sont prêtes. Les matraques sont sorties, les gaz lacrymogènes sont stockés, et peut-être même que les balles réelles ne sont pas loin. Que croyez-vous qu'il va se passer si vous commencez à brûler des pneus, à casser des vitrines, à vous attaquer à des bâtiments publics? Ils auront enfin le droit de vous réprimer, et ils le feront avec une brutalité sans nom. Ils ne tireront pas sur un peuple qui manifeste pacifiquement, ils tireront sur des casseurs, des vandales, des terroristes. Leurs chaînes de télévision, contrôlées par eux, ne montreront pas les images de votre colère légitime. Elles ne montreront que les images des voitures qui brûlent. Aux yeux du monde, et aux yeux d'une partie de la population qui a peur du désordre, ils transformeront les victimes que vous êtes en coupables. Ils gagneront la bataille de l'image. Et votre révolte sera noyée dans le sang sous les applaudissements cyniques de ceux qui l'auront provoquée. Ne leur donnez pas ce prétexte. Deuxièmement, la destruction est une automutilation. À qui appartiennent les boutiques que vous pourriez avoir envie de piller? Elles appartiennent à vos frères, à vos voisins, à de petits commerçants qui souffrent autant que vous. En les détruisant, vous ne punissez pas le régime, vous appauvrissez votre propre communauté. À qui appartiennent les bus, les routes, les écoles que vous pourriez endommager? Ils vous appartiennent. C'est le peu que vous avez, c'est le fruit des impôts de vos parents. Quand vous brûlez la boutique de votre voisin, vous ne punissez pas le ministre qui vit dans son palais climatisé, vous punissez votre frère. Quand vous détruisez une route, vous n'empêchez pas le président de prendre son avion, vous empêchez votre mère malade d'aller à l'hôpital. Le résultat? Après la révolte, vous ne serez pas plus libre, vous serez simplement plus misérable. Vous aurez détruit le peu que vous possédiez. Troisièmement, le chaos et leur victoire finale. Le rêve secret de ce régime agonisant, c'est de vous voir vous détruire vous-même. Leur rêve est de voir le pays sombrer dans le chaos pour ensuite se présenter comme les seuls capables de rétablir l'ordre. Leur rêve est de vous laisser un pays en ruine pour vous faire regretter leur paix et leur stabilité. Ne tombez pas dans ce piège grossier. Votre objectif n'est pas de détruire le Cameroun. Votre objectif est de le libérer. Et on ne libère pas un pays en le brûlant. Un peuple ne se libère pas en s'automutilant. Votre colère est une énergie nucléaire. Elle peut éclairer une nation ou la détruire. Ne la laissez pas exploser de manière chaotique. Canalisez-la. Transformez-la en une arme froide, intelligente, implacable. Une arme qu'ils ne voient pas venir et contre laquelle ils n'ont aucune défense. Mes frères et sœurs, si la violence est le piège qu'ils vous tendent, quelle est donc notre arme? Quelle est la voie de la libération? Votre force n'est pas dans le feu, elle est dans votre nombre. Votre arme n'est pas la pierre,
C'est votre corps et votre volonté collective. Votre stratégie ne doit pas être la confrontation brutale, mais l'asphyxie intelligente. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là. Un régime autoritaire comme celui qui vous gouverne peut sembler être une forteresse de pierre, imprenable. C'est une illusion. En réalité, c'est un organisme vivant, un parasite géant. Et comme tout parasite, il a besoin de deux choses pour survivre. Il a besoin de se nourrir et il a besoin que son hôte reste immobile. Sa nourriture, c'est votre argent et votre travail. C'est l'impôt que paie la vendeuse de beignets. C'est le travail de l'ouvrier dans l'usine. C'est l'activité économique du commerçant. C'est l'argent qui circule et qui, au final, remplit les caisses de l'État, paye les salaires des policiers qui vous répriment et finance le train de vie luxueux des ministres qui vous méprisent. Son immobilité, c'est votre obéissance. C'est le fait que chaque matin, vous vous levez pour aller travailler, que vous conduisez vos taxis, que vous ouvrez vos boutiques, que vous respectez les ordres d'une administration corrompue. Votre routine quotidienne, votre obéissance civile et l'oxygène qui permet au système de respirer. Comprenez-vous maintenant la stratégie? Pour tuer le parasite, il ne faut pas frapper l'hôte. Il faut simplement cesser de le nourrir et cesser de lui fournir de l'oxygène. Il faut l'affamer et l'étouffer. J'appelle cela la révolution par l'asphyxie. C'est une forme de lutte infiniment plus puissante que n'importe quelle émeute. Elle est non violente, donc elle vous place moralement au-dessus de vos adversaires et prive le régime de tout prétexte à une répression sanglante. Elle est inclusive, car tout le monde peut y participer. Pas besoin d'être jeune et fort pour faire la grève. La grand-mère dans son village, l'étudiant dans sa chambre, le fonctionnaire dans son bureau, tous peuvent devenir des soldats de cette armée silencieuse. Elle est économiquement dévastatrice pour le régime. Chaque jour de paralysie économique est une hémorragie financière pour l'État. Au bout de quelques jours, il ne pourra plus payer ses propres forces de l'ordre, qui commenceront alors à douter de leur loyauté. Elle est psychologiquement insupportable pour le pouvoir. Un régime peut gérer une émeute. Il envoie la police, il y a des arrestations, et le lendemain, l'ordre est rétabli. Mais comment gérer un pays entier qui s'est arrêté? Un pays silencieux, immobile, comme un immense cadavre qui ne refuse de se laisser enterrer. La peur change de camp. Ce n'est plus le peuple qui a peur du régime. C'est le régime qui est terrifié par le silence de son peuple. C'est cette stratégie, mes frères et sœurs, que je vous propose. Une stratégie qui transformera votre nombre en une arme absolue. 27 millions de personnes qui décident en même temps de dire non, de s'arrêter, de ne plus coopérer. C'est une force qu'aucune armée au monde ne peut vaincre. Ne vous méprenez pas, ce chemin est exigeant. Il demandera de la discipline, de la solidarité, de l'endurance. Il y aura des jours sans revenus, il y aura des privations. Mais je vous le demande, que préférez-vous? Souffrir quelques semaines pour conquérir votre liberté ou continuer à souffrir toute votre vie dans la servitude? Le choix vous appartient. Mais sachez que votre véritable force n'est pas dans votre capacité à détruire, elle est dans votre capacité à vous arrêter. Mes frères et sœurs du Cameroun, la stratégie de l'asphyxie ne doit pas rester une idée, elle doit devenir un plan d'action, un ensemble d'opérations coordonnées, disciplinées, que chaque citoyen peut comprendre et appliquer. Voici le manuel de votre révolution intelligente. Voici vos ordres de mission. Ordre de mission numéro 1. L'opération Cameroun mort. C'est l'arme principale, le cœur de notre stratégie. À partir d'un jour que les forces vives de la nation devront fixer, le pays tout entier doit s'arrêter, totalement. Pour les commerçants, les boutiquiers, les vendeurs des marchés, baissez vos rideaux. N'ouvrez pas. Votre manque d'un gagné d'un jour est le prix de la liberté de vos enfants. Pour les chauffeurs de taxi, de mototaxi, de bus, garez vos véhicules, ne transportez personne, que les rues deviennent silencieuses et vides. Pour les fonctionnaires, restez chez vous,
N'allez pas dans vos bureaux. Laissez l'administration, cette machine à humilier le peuple, se gripper et s'arrêter d'elle-même. Pour les élèves et les étudiants, désertez les salles de classe et les amphithéâtres. Votre avenir ne se joue plus là-bas, mais dans la conquête de votre dignité. Pour les paysans, ne livrez plus vos récoltes aux grandes villes. Organisez des marchés locaux, de la solidarité villageoise. Cessez de nourrir le ventre du monstre. La grève générale doit être illimitée, pas pour un jour ou deux, mais jusqu'à ce que le régime cède. Ce sera dur, mais c'est une épreuve de force. C'est votre endurance contre leur arrogance. Montrez-leur qui est le véritable maître de l'économie. Ordre de mission numéro 2. La grève de l'impôt. C'est l'acte qui affame la bête. Cessez de la nourrir. Refusez de payer toute taxe, tout impôt, toute redevance à l'État, que ce soit la TVA sur vos achats, la taxe de marché, l'impôt foncier. Boycottez les entreprises connues pour leur proximité avec le régime. N'achetez plus leurs produits, n'utilisez plus leurs services. Frappez-les au portefeuille. Un État qui n'a plus de revenus est un État paralysé. Il ne peut plus payer ses fonctionnaires, ses policiers, ses soldats. Il s'effondre de l'intérieur. Ordre de mission numéro 3. La révolution des casseroles. La lutte doit aussi être psychologique. Le régime veut vous imposer le silence. Répondez-lui par le bruit. Un bruit qui ne soit pas celui de la violence, mais celui de la persistance. Chaque soir à une heure fixe, par exemple 20 heures, que chaque Camerounais se mette à sa fenêtre, sur son balcon, sur le pas de sa porte, et que pendant 10 minutes, tout le pays résonne d'un concert assourdissant de casseroles, de sifflets, de klaxons. Ce bruit, ce vacarme est un message. Il dit « Nous sommes là, nous ne dormons pas, nous ne vous laisserons pas dormir. Nous sommes des millions et nous ne nous tairons pas. » C'est une guerre des nerfs. Et à ce jeu, un peuple uni est toujours plus fort qu'un clan de prédateurs barricadés dans un palais. Ordre de mission numéro 4, la transparence totale contre la répression. Le régime tentera de briser votre mouvement par la violence. Vous devez anticiper et neutraliser cette arme. Que chaque téléphone devienne une arme de reportage. Ne provoquez pas les forces de l'ordre, mais s'ils commettent des brutalités, filmez tout. Chaque arrestation, chaque coup de matraque. Organisez des réseaux de diffusion. Partagez ces images instantanément sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Envoyez-les à la diaspora, aux médias internationaux. Inondez le monde des images de votre résistance pacifique. Montrez le contraste entre votre discipline et leur brutalité. Gagnez la bataille de la légitimité internationale. Faites en sorte que chaque soldat, chaque policier, sache que s'il lève la main sur un citoyen pacifique, son visage fera le tour du monde en quelques minutes. Mes frères et sœurs, ces 4 opérations sont simples. Elles ne demandent pas d'armes, elles ne demandent que de la discipline, du courage et de la solidarité. C'est une révolution intelligente. La révolution d'un peuple qui a compris que sa plus grande force n'est pas de détruire, mais de refuser. À mes frères d'armes du Cameroun, soldats, gendarmes, policiers. Je m'adresse à vous non pas comme un chef d'État étranger, mais comme l'un des vôtres, comme un homme qui porte l'uniforme, qui connaît le poids du treillis, l'odeur de la poudre et la signification du mot « discipline ». C'est en tant que soldat que je vous parle aujourd'hui. Dans les heures et les jours qui viennent, vos chefs, au service d'un régime aux abois, vont vous donner un ordre, l'ordre le plus terrible qu'un soldat puisse recevoir, l'ordre de tourner vos armes contre votre propre peuple. Ils vous diront que vous défendez l'ordre républicain. Ils vous diront que vous combattez des casseurs et des terroristes. C'est un mensonge. Regardez bien les visages de ceux que l'on vous demandera de réprimer. Ce ne sont pas des ennemis, c'est votre mère qui vend des beignets au marché pour vous payer vos études à l'académie militaire. C'est votre frère, ce jeune diplômé sans emploi qui ne demande qu'à travailler dignement. C'est votre sœur, cette étudiante qui rêve d'un avenir meilleur. C'est votre père, ce vieil homme fatigué qui n'aspire qu'à finir ses jours dans un pays juste. Ce sont vos familles, c'est votre sang, c'est votre peuple. Votre mission sacrée, celle pour laquelle vous vous êtes engagé, n'est pas de protéger un régime, c'est de protéger la nation.
Et la nation, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un palais. La nation, c'est le peuple. Quand un régime déclare la guerre à son propre peuple, il devient l'ennemi de la nation. Et votre devoir de soldat n'est plus de lui obéir. Votre devoir est de protéger le peuple. L'ordre de tirer sur des civils désarmés, sur votre propre peuple, est l'ordre le plus illégal, le plus immoral, le plus déshonorant qui soit. Ce n'est pas un ordre militaire, c'est un ordre criminel. Et l'histoire universelle, du tribunal de Nuremberg à nos jours, a toujours été claire que l'obéissance à un ordre manifestement illégal n'exonère jamais le soldat de sa responsabilité. Celui qui tire est aussi coupable que celui qui a donné l'ordre. Refuser cet ordre n'est pas une mutinerie. Ce n'est pas une trahison. C'est le plus grand acte d'honneur qu'un soldat puisse accomplir. C'est l'acte qui le distingue du mercenaire. C'est l'acte qui le fait entrer dans l'histoire comme un patriote. Je sais que vous subissez des pressions, que vous avez peur pour vos carrières, pour vos familles. Mais je vous le demande, de quoi aurez-vous le plus honte demain? D'avoir perdu un grade ou d'avoir tiré sur votre propre mère? Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Les armées de ces pays, à un moment décisif, ont compris que leur place n'était pas aux côtés d'un régime corrompu et soumis à l'étranger, mais aux côtés de leur peuple souverain. Elles ont choisi l'honneur. Et aujourd'hui, elles sont respectées et aimées par leur nation. L'histoire vous offre le même choix. Serez-vous les chiens de garde d'une dictature agonisante que le peuple vomira demain? Ou serez-vous les protecteurs de votre nation, que le peuple célébrera comme ses héros? Le moment venu, quand vous serez face à cette foule désarmée, face à ces visages qui sont les vôtres, souvenez-vous de votre serment à la patrie, pas à un homme. Baissez vos armes, protégez les manifestants, ou au minimum restez neutres. Refusez de participer à ce crime. C'est tout ce que votre peuple vous demande. C'est tout ce que l'honneur de votre uniforme exige. Mes frères et sœurs du Cameroun, ma lettre s'achève. Je vous ai parlé de votre colère, du piège de la violence, de la force de l'asphyxie pacifique, de votre plan de bataille et du devoir de vos soldats. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, le plus important de tous. Espoir. La route qui s'ouvre devant vous sera peut-être longue. Elle sera certainement difficile. La nuit sera peut-être encore plus noire avant que l'aube ne se lève. Le régime, dans son agonie, tentera sans doute de vous faire peur, de vous diviser, de vous décourager. Il y aura des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où vous aurez envie de tout abandonner, de rentrer chez vous, de vous résigner à nouveau. C'est dans ces moments-là qu'il faudra vous souvenir de qui vous êtes. Vous êtes le peuple lion. Vous êtes les héritiers d'une terre indomptable. Vous êtes les enfants de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, de Ernest Ouandier. Le sang de résistant coule dans vos veines. Vos ancêtres n'ont jamais accepté la soumission. Pourquoi l'accepteriez-vous? Le lion camerounais a dormi trop longtemps. On l'a drogué avec des mensonges. On l'a enchaîné avec la peur. On l'a affaibli avec la division. Mais aujourd'hui, je le vois, je le sens. Le lion se réveille. Il s'étire, il ouvre les yeux, il commence à rugir. Et quand un lion se réveille pour de bon, même les hyènes les plus arrogantes, celles qui se moquaient de lui pendant son sommeil, finissent par trembler et par fuir. Tenez bon, soyez disciplinés, soyez solidaires, partagez le peu que vous avez avec votre voisin pendant les jours de grève, soignez les blessés, protégez les plus faibles, ne laissez personne seul, votre unité est votre bouclier le plus solide. Sachez que vous n'êtes pas seul. L'Afrique nouvelle, l'Afrique de la dignité, vous regarde avec admiration et espoir. Chaque jour que vous tenez est une victoire pour nous tous. Nous sommes avec vous. Nos cœurs battent au rythme des vôtres. La liberté n'est plus un rêve lointain. Elle n'est plus une utopie. Elle est là, juste derrière l'horizon de votre courage. Elle est l'issue inévitable de votre réveil. Le régime a déjà perdu la bataille la plus importante, celle de votre peur. Vous n'avez plus peur.
Et un peuple qui n'a plus peur est un peuple déjà libre. Courage mes frères, courage mes sœurs. L'aube arrive. Votre frère pour toujours, capitaine Ibrahim Traoré.